Yop les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année, ce qui bien sûr me laisse le temps de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit pleine de réussite sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, que vos projets se réalisent et bien évidemment que la santé soit là pour vous et vos proches. Bien évidemment ce sont des vœux un petit peu random, vous avez l'habitude de les entendre, mais vraiment du fond du cœur, une bonne et heureuse année à vous qui regardez bien évidemment cette vidéo et qui peut-être, pourquoi pas, si vous aimez son contenu, vous abonnerez à la chaîne. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour nous, fans de sport? Pourquoi pas beaucoup de réussite pour notre délégation française du côté de Pékin en février 2022, énormément de médailles, beaucoup de médailles d'or bien évidemment. On pourrait aussi souhaiter le réveil d'Alexis Pinturo, le premier titre olympique, de Clément Noël, notre meilleur slalomeur du monde. Pourquoi pas également un Français qui succède au classement général de la Coupe du Monde de biathlon à Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, qui sont quand même très bien placés. En plus, il sera question de biathlon dans cette vidéo, donc on va quand même un petit peu en parler. Pourquoi pas se souhaiter aussi une bonne année côté français en tennis, après la fameuse année calamiteuse de 2021, où on a battu le triste record de 1890, c'est-à-dire aucun Français, femmes et hommes confondus, en deuxième semaine d'une des levées du Grand Chelem. Pourquoi pas bien aussi voir un Fabio Quartararo rééditer son exploit de l'an passé, c'est-à-dire devenir champion du monde au nez et à la barbe de Ducati avec ses machines rouges qui très clairement sont ultra performantes, bien plus performantes que sa Yamaha. Et pourquoi pas voir également des Français en cyclisme sur route nous procurer de belles émotions et nous donner une belle saison avec beaucoup de victoires. L'an dernier, c'était pas mal, mais Julien Alaphilippe quand même a été un petit peu seul, même si notre ami Romain Bardet s'est bien réveillé cette année avec sa nouvelle équipe de la DSM, allant chercher quand même une belle victoire d'étape sur le Tour de Burgos et également sur le Tour d'Espagne au mois de septembre dernier. Et pourquoi pas aussi voir des Thibaut Pinot, des David Gaudu qu'on a un petit peu oublié quand même cette année, revenir au premier plan bien évidemment en 2022. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'intéresser bien évidemment et uniquement à ce premier bilan du début de saison, mes tops, mes flops, vous donner un petit peu mon avis sur ce qui s'est passé sur ce début de saison, sur les 4 premières épreuves, bien évidemment, de cette Coupe du Monde de biathlon. On a eu 2 épreuves à Östersund, une épreuve à Orphizen, une épreuve, bien évidemment, au Grand Bornand. Je vais vous faire part de mes tops, de mes flops, de mes athlètes qui m'ont surpris positivement et négativement. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner mon avis par rapport à tout ça, vous faire part de mes tops et de mes flops, je voulais vous dire que je prends énormément de plaisir cette année à regarder la Coupe du Monde de biathlon. Alors attention, je ne suis pas en train d'insinuer que je ne prenais pas de plaisir les saisons précédentes. Ça fait une petite quinzaine d'années que je suis fan de ce sport, malgré mes 25 ans, vous imaginez bien que je ne vais pas revenir chaque saison sur une discipline qui ne me plaît pas. Mais on a quand même vécu, notamment chez les hommes, une surdomination avec les Poiré et les Biondalen il y a quand même quelques années, pour les plus anciens d'entre vous qui regardaient cette vidéo. On a vu également la surdomination de Martin Fourcade entre 2012 et 2018, la surdomination de Johannes Tignesbø en 2019 et 2020. Et c'est vrai que de voir une homogénéité qui s'installe un petit peu finalement à la suite de notre saison 2020-2021 avec un Leigrid qui a bousculé Johannes Bö, je vous avoue que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est une saison en fait pleine d'incertitudes où après la première partie de saison, on ne sait toujours pas qui va gagner le général. Et ça fait un petit moment quand même que ça nous est plus arrivé. Je vous l'ai dit, quand il y avait Martin Fourcade, entre 2012 et 2018, finalement, dès le premier week-end, on savait que c'était plié. Pareil pour Johannes Bö entre 2019 et 2020. Et là, on est dans la continuité de 2021, c'est-à-dire qu'on a énormément d'incertitudes autour du futur vainqueur. Et donc ça, forcément, ça me fait plaisir de voir qu'on a un biathlon plus homogène avec finalement plus de suspense et surtout plus de garçons capables d'aller gagner. Chez les filles, on sait que ça a toujours été un petit peu plus le cas, ça a toujours été plus homogène, même si, il y a quelques années, notamment fin des années 2009, début des années 2010, on avait une Magdalena Neuner très performante qui, malgré le fait qu'elle ne gagnait pas le général à chaque année, était quand même surdominante quand elle était vraiment en forme. Donc ça, c'est quand même vraiment très bien de le signaler parce que ça donne une saison pleine de rebondissements et surtout pleine d'incertitudes. Au niveau de mes tops et de mes flops, parce que ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet, on va s'y intéresser et commencer, bien évidemment, par les femmes, parce que nous sommes loin d'être sexistes sur cette chaîne, nous sommes même très galants, puisque nous allons parler de ces jeunes femmes en première, et je vais vous faire part, bien évidemment, en premier lieu,
de mes flops. Et le flop le plus important, à mon sens, celui qui m'a le plus marqué sur ce début de saison, c'est clairement Tyrell Eckhoff. Tyrell Eckhoff, vainqueur du général la saison passée, qui a quand même, on va pas se cacher, éclaboussé de toute sa classe la saison précédente. Cette année, elle est méconnaissable. Elle est vraiment à un niveau que l'on ne lui connaissait pas ces dernières saisons. Le choc est assez rude quand on passe d'une fille qui surdomine une saison à finalement une fille qui, l'année d'après, est complètement au fin fond du classement. J'avoue que c'est assez surprenant et surtout ça me fait de la peine parce que Tyrell Eckhoff est une athlète de classe internationale et la voir en difficulté en début de saison sur les 2 premières épreuves de Storsund, pareil à Orfilsen, et la voir carrément abandonner, rentrer chez elle en plein milieu du week-end de Coupe du Monde au Grand Bornand, je vous avoue que ça me fait de la peine parce que même si je soutiens les Français, même si j'ai envie de voir les Françaises et Français gagner, je vous avoue humblement que je suis un fan de sport de manière générale et voir une athlète de sa classe être autant en difficulté et être à une anonyme 27e place au moment où je vous parle au classement général de la Coupe du Monde, je vous avoue que ça me fait de la peine. Alors bien évidemment, on sait que les Norvégiens, dans les années olympiques, leurs préparations sont un petit peu différentes. On sait qu'ils visent vraiment exclusivement les Jeux, même si, encore une fois, s'ils peuvent aller chercher des victoires en Coupe du Monde, et pourquoi pas un général, ils vont pas se prier. Mais encore une fois, c'est vrai qu'ils visent les Jeux en premier lieu. C'est leur objectif de la saison. Ce qui peut être à double tranchant si vous ne performez pas en Coupe du Monde et que vous ratez aussi aux Jeux. Parce que ça veut dire que vous foirez complètement votre saison. Après, j'espère que ça ne sera pas le cas pour Tyrell Eckhoff, qu'elle pourra quand même se réveiller un minimum au jeu, histoire de retrouver une place à la hauteur de son talent, même si on espère quand même qu'elle sera un petit peu derrière nos Françaises, parce qu'on est un petit peu chauvin malgré tout. Au niveau des tops, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, le premier top de la saison, à mon sens, ce sont les Bélarusses. Les Bélarusses avec Anna Sola et Dina Alimbekova. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir les Bélarusses à pareille fête en ce début de saison. Alors bien évidemment, on a eu quand même les prémices l'an dernier avec Alimbekova qui avait terminé meilleure jeune de la saison. Je crois qu'elle avait terminé dans le top 5 de la Coupe du Monde, donc on savait qu'il y avait quand même un potentiel, mais c'est quand même intéressant de retrouver une équipe bélarusse qui, après le départ de Domracheva, a pu aussi vite quand même retrouver un niveau et les premières places au classement chez les femmes. Parce que chez les hommes, c'est un petit peu plus compliqué, même si on a eu Smolski qui a fait un podium, je crois que c'était à Orfilsen, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué chez les hommes. Mais chez les femmes, retrouver quand même des performances de haute volée avec 2 athlètes, c'est quand même assez intéressant et je trouve que c'est bien pour la mondialisation du biathlon, même si les Bélarusses, avec Domracheva ces dernières années, notamment aux Jeux de Sochi, avaient quand même eu la cote. Donc ça, c'est mon premier top. Vous vous attendiez peut-être à voir l'ami Elvira Heuberg en top, mais je vais me permettre d'émettre des réserves et de la mettre en neutre. Pourquoi? Parce que même si Elvira Heuberg fait un début de saison incroyable, elle a fait 5 podiums, dont 2 victoires en ce début de saison, et bien évidemment 2e du général, je mets finalement des réserves quant à le potentiel top que je pourrais lui attribuer, parce que l'an passé, elle nous a fait une saison, une première partie de saison, assez extraordinaire, avec 3 podiums, si je dis pas de bêtises, certes pas de victoire, mais quand même 3 podiums, si je dis pas de conneries, et c'est vrai que derrière, elle s'est un petit peu implosée en plein vol, avec finalement un mois de janvier assez calamiteux, un mois de février loin d'être au niveau du mois de décembre, et un mois de mars, j'en parle même pas. Donc, voilà, même si elle est seconde du général, même si elle a fait 5 podiums, dont 2 victoires, de magnifiques victoires au Grand Bornand, j'émets des réserves parce que, encore une fois, la régularité sur une saison, eh ben, c'est très difficile à acquérir. Et même si Alexis Boeuf, notamment en début de saison, avait annoncé Elvira Heuberg en étant très en forme et en étant potentiellement une candidate très sérieuse, je vous avoue humblement que j'émets toujours des réserves, même si elle m'a surprise, en gagnant quand même, je ne veux pas vous le cacher, 2 fois au Grand Bornand, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi performante en ce début de saison. Maintenant, voilà, le Grand Bornand, on le sait, c'est aussi un parcours qui lui convient bien parce que beaucoup de montées, elle peut faire parler sa puissance. Il y a un pas de tir qui est très simple, avec une arrivée en descente, très protégée du vent, donc forcément pour une athlète comme ça, qui a des difficultés au tir et qui est très performante en ski, c'est tout bénef. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle performe de manière générale et très régulière au Grand Bornand. Au niveau des Françaises, parce qu'on va quand même parler des Françaises, les Françaises, cette année, eh ben, c'est quand même un bon tir groupé, parce que dans les 10, on a 3 Françaises, Agnès Bescon qui est 7e, Justine qui est 8e, et Anaïs Chevalier qui est 10e. Donc, un bon tir groupé dans les 10. On a également une Julia Simon qui s'est bien réveillée et qui est allée chercher une 20e place après cette première partie de saison. Bref, des Françaises qui sont quand même
présente au plus haut niveau. Maintenant, ce qui me pose problème, au-delà des difficultés qu'on a derrière la carabine, c'est encore et toujours le cas, ça fait déjà 4-5 ans qu'on a des petits soucis de ce côté-là, et j'ai l'impression que plus les années passent, plus les soucis ne sont pas réglés. Alors, peut-être que c'est une impression, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir un changement, mais pour l'instant, c'est vrai que on est quand même très irrégulier de ce côté-là, mais moi, ce qui me pose souci, c'est qu'on n'a pas vraiment de leader charismatique. Bescon est certes devant, en termes de classement général, par rapport à toutes les autres françaises. Elle est 7ème, Nanas. Elle a fait notamment un super podium au Grand Bornand, mais c'est vrai qu'au niveau potentiel, c'est pas la meilleure. Justine, qui est 8ème du général, on sait qu'elle est très irrégulière, notamment au tir. Elle est capable de nous faire des 5 sur 5 en relais, avec une vitesse de tir extraordinaire, même la caméra n'est pas capable de la suivre, hein, mais derrière, sur les courses individuelles, elle n'est pas capable de répéter cette performance. On a une Anaïs Chevalier, qui est censée être la plus régulière, qui, quand même, en ce début de saison, a eu quelques petites difficultés, notamment au Grand Bornand, ce qui peut poser des questions sur ses capacités mentales à bien performer dans les grands événements, même si j'ai l'impression que c'était plus physique le problème que mental. Et puis Julia Simon qui, quand même, on va pas se cacher, réalise un début de saison, notamment sur les deux premières courses à Östersund et également à Orfilsen, des courses assez calamiteuses. Derrière, elle se réveille au Grand Bornand, on le savait que c'était à double tranchant le Grand Bornand. Soit ça passait, soit ça cassait complètement. Et là, elle nous fait 2 podiums battus seulement par Elvira Heuberg sur la poursuite et la Master. Donc, on a des Françaises qui sont à réaction à chaque fois, mais qui n'ont pas une chef de file sur qui s'appuyer, sur qui prendre exemple. Et ça, c'est un peu problématique, et c'est ce qui, à mon sens, explique le manque de résultats réguliers des Françaises. Parce que, encore une fois, même si on sort d'un très bon week-end avec Anaïs Bescon qui fait un podium, avec Julia Simon qui fait un double podium au Grand Bornand, on ne sait pas si on va avoir pareille performance quand on va repartir au mois de janvier, et donc sur la semaine prochaine avec Oberhof. Je pense que même elles, dans leur tête, ne savent pas comment elles seront. Donc, c'est peut-être ce qui explique aussi le manque de régularité et le manque finalement de performance au classement général, puisque même si elles sont 7ème, 8ème et 10ème, c'est vrai que voilà, il manque ce chef de file pour pourquoi pas aller chercher un top 5 ou un top 3 au général, parce qu'encore une fois, je vous le dis, je le répète, les Justine Bressas, les Julia Simon, les Anaïs Chevalier, elles ont rien à envier à des Anna Sola, des Dinara Almekava ou autres Elvira Heuberg ou Marthe Holzbourg-Heuseland qui dominent le classement général au moment où je vous parle. Chez les hommes, on va quand même s'y intéresser à ces bons hommes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Je vous vantais tout à l'heure l'homogénéité retrouvée du biathlon masculin. On va pouvoir en parler. Et dans cette homogénéité du biathlon masculin, il y en a quelques-uns qui se perdent. Et c'est notamment le cas des Norvégiens, avec Johannes Dahle en première position. Johannes Dahle qui, ces dernières années, nous a quand même gratifié de superbes performances. Il a été dans le top 8 des dernières saisons, en allant chercher des podiums. Je crois que même il a gagné en Coupe du Monde. Il était clairement le numéro 3 norvégien incontesté et incontestable derrière Johannes Bö et l'ami, bien évidemment, Tarjei Bø, qui nous a bien évidemment gratifié, on s'en souvient au Grand Bornand, d'une révérence avec le drapeau français, avec Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet pour leur course extraordinaire, et Johannes Dahle qui, cette année, se perd complètement, lors d'une année olympique. Le garçon est complètement dans l'ombre, il est vraiment très très loin au classement général, il est même redescendu en IBU Cup, et pour l'année des Jeux, il est en train de perdre sa sélection pour la compétition la plus importante de l'histoire du sport, alors que sur ces 2 dernières saisons, il était clairement le numéro 3 norvégien sans aucune contestation possible. Et donc il va forcément rater les Jeux, il le sait d'avance. On peut aussi rajouter, je pense, Johannes Bö à ce flop. Alors flop tout à fait relatif parce que Johannes Bö est 8ème du général, juste derrière son frère, mais il n'est que le numéro 3 norvégien, derrière son frère bien évidemment 7ème, et surtout derrière Velte Chachat Christiansen, dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et Johannes Bö, je vous avoue que ça me surprend de le voir autant en difficulté. Certes, il a gagné une fois en Coupe du Monde, mais voilà, il a gagné sur le Grand Bornand, un site qu'il connaît parfaitement, qu'il apprécie énormément, et surtout, il a gagné en se balançant sur les tirs, tout en ne contrôlant pas finalement ce qu'il faisait. Il s'est dit, allez, je joue, ça passe ou ça casse, on verra bien. C'est passé pour lui, mais on sentait pas vraiment de maîtrise sur sa seule et unique victoire de la saison. Et on dirait que cette homogénéité du biathlon masculin, qui ont été aussi rendues possibles par, je vous le rappelle, l'instauration
d'une réglementation concernant les farts. C'est vrai qu'on entend beaucoup les commentateurs dire les Norvégiens, notamment Beu, n'est pas véritablement à son top. On oublie de dire que les farts aujourd'hui sont réglementés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, pas de fraude parce que c'était légal, mais on s'en souvient que l'an dernier et les dernières années, il y avait pas mal de nations qui avaient les moyens et qui, notamment les Norvégiens, qui achetaient des exclusivités sur les farts. Et donc des farts plus performants, pour forcément aller plus vite. Et ça créait forcément énormément d'écart. Et aujourd'hui, les farts sont réglementés, sont contrôlés, et donc l'écart à ski est beaucoup moins significatif. Ça s'est un petit peu resserré. Et Johannes Beu, à fart égal aujourd'hui, n'est plus capable, véritablement, de suivre les meilleurs. Alors ça, c'est dû bien évidemment au fait qu'il est un petit peu régressé. On avait déjà vu les prémices en 2021, avec un Laigrid qu'il a quand même bien poussé dans ses derniers retranchements. Donc, voilà, c'est vrai que cette homogénéité du biathlon mondial lui pose un petit peu problème parce que à ski, il fait plus la différence, à cause bien évidemment de son manque de forme ou sa régression à ce niveau-là, et bien évidemment à cause du phare qui est réglementé. Et puis derrière la carabine, il est moins performant, je crois, que l'an passé. Donc ce qui lui coûte forcément des positions intéressantes. On l'a vu aussi sur la Mastart, terminé très loin, alors que techniquement, il fait partie des meilleurs dans ce format de course. Mais là, il est un petit peu à la ramasse. Un petit peu à la ramasse, d'ailleurs, comme sur la Laigrid, qui est 9ème du général, qui, cette année, a du mal à confirmer sa superbe saison de l'an passé. Une victoire seulement sur l'individuel d'Östersund pour l'ouverture de la saison. Laigrid qui, derrière, d'ailleurs, a pas pris de risque, je crois, sur la deuxième course ou le deuxième week-end de Coupe du Monde à Östersund en ne prenant pas part à une poursuite, si je dis pas de bêtises, parce que voilà, il sentait qu'il y avait un petit rhume. On sait que les Norvégiens, dès qu'il y a un petit peu quelque chose, ils s'écoutent très vite et ne prennent pas le départ. Et Laigrid, c'est vrai que un peu en manque de forme sur les skis, et puis au tir, j'ai quand même l'impression qu'il est aussi un petit peu moins performant que l'an passé, ce qui explique bien évidemment sa 9ème place au général, qui est, à mon sens, indigne du talent de ce dernier, parce qu'on s'en souvient que l'an passé, à ce même moment de la saison, il était premier ou deuxième de la saison et leader du classement, bien évidemment, des moins de 25 ans, ce qui n'est plus le cas, puisque c'est Sebastian Samuelsson qui, actuellement, a le dossard bleu. Sebastian Samuelsson qu'on ne mettra pas en top dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que Sebastian Samuelsson, on va pas se le cacher, il fait un début de saison comme on a l'habitude, c'est-à-dire des bonnes performances à Östersund pour le début de saison, et puis derrière, il stagne un petit peu et finit par rentrer dans le rang. C'était le cas l'an passé, c'est encore le cas bien évidemment cette année. Et ce qui nous amène forcément au top, et les tops c'est quoi ? D'abord c'est Velte Sachat Christiansen, on va bien sûr en parler, je vous l'ai annoncé. Velte Sachat Christiansen qui était la 5e roue du carrosse en Norvège ces dernières saisons et qui là, cette année, par surprise générale complète, arrive à aller chercher la place de numéro 1 norvégien et 3e au classement général. Il a remporté une course cette année, il a même porté le maillot jaune. Et c'est vrai que pour ce garçon qui avait manqué quelques épreuves de championnat du monde, parce qu'il ne rentrait pas dans les 4 meilleurs, alors qu'il avait largement le niveau pour performer, et bien là cette année se prend une revanche en allant chercher la place de numéro 1 norvégien et en assurant du même coup sa place aux Jeux Olympiques pour toutes les épreuves, alors que lui-même pensait que ça allait être compliqué en début de saison. Et bien Velte Sachat Christiansen, avec un début de saison tonitruant, va prendre sa place de numéro 1 norvégien, va prendre ses places de numéro 3 mondial et va acquérir sa qualification au jeu. Et vraiment un grand bravo à lui, je suis content pour ce garçon, pour qui voilà, on ne porte pas trop de considération, de le voir qu'il est aujourd'hui à une place intéressante, peut-être un petit peu plus élevée que ce que son potentiel peut laisser penser, mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir de le voir numéro 3 mondial, numéro 1 norvégien, prendre sa revanche et avoir une qualification d'office pour les Jeux Olympiques, parce que c'est un petit gars qui semble humble, qui semble sympathique, et donc bravo à toi bonhomme, parce que franchement, sa saison, son début de saison est vraiment assez impressionnant. Quand on parle de début de saison impressionnante, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe avec Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, qui sont en train de nous éblouir de leur talent. On va pas se le cacher, c'est assez extraordinaire ce qu'ils sont en train de nous faire. Emilien Jacquelin a gagné une fois en Coupe du Monde cette saison, c'est la première victoire de sa carrière hors championnat du monde. Quentin a déjà gagné 2 fois, 2 poursuites, bien évidemment celle d'Orfilsen et celle, bien évidemment, de le Grand Bornand, avec cette victoire incroyable devant le public français. Il a d'ailleurs pris le maillot rouge de la spécialité, il a même porté le maillot jaune. Le maillot jaune est sur les épaules aujourd'hui d'Emilien Jacquelin après sa victoire sur la première Mastart de la saison. Des Français qui ont vraiment fait un départ tonitruant, parce qu'au-delà d'Emilien Jacquelin et de Quentin Fillon-Maillet, on note quand même la 10e place de Simon Destieux, qui a souvent du mal en début de saison, mais il est quand même 10e. Fabien Claude est quand même 13e, Antonin Guigona est 17e, c'est-à-dire que les 5 Français qui se jouaient la qualification olympique pour finalement rentrer dans les quotas, on sait qu'il y en aura un qui restera sur le carreau, ça risque d'être Antonin Guigona malheureusement, sont quand même dans les 17 premiers, donc ça c'est déjà quand même
manière générale, une performance de groupe qui est assez extraordinaire. Et puis, on a des chefs de file pour emmener tout ce beau monde avec, bien évidemment, je l'ai dit, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, qu'on n'attendait pas, je crois, à pareille fête. Surtout Émilien Jacquelin qui, on va pas se le cacher, est plus irrégulier quand même que notre ami Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, on avait l'habitude de le revoir ces 3 dernières années dans le top 3 du général de la Coupe du Monde. Donc c'est moins une surprise qu'Émilien, mais quand même, voir Quentin maillot jaune ou deuxième du général à quelques points d'Émilien, reléguant quand même ses principaux concurrents de l'an passé, à savoir Laigrid et Johannes Beu, à quand même plus de 50aine de points au moment où je vous parle, c'est quand même assez extraordinaire. Et bien évidemment, voir Émilien, maillot jaune, qui est quand même le garçon qui nous fait le plus rêver sur une piste de biathlon, qui est capable de prendre les devants, attaquer dans un premier tour, capable d'enchaîner sur ses tirs, d'attaquer ses tirs, on se dit que le panache aussi est quelque part récompensé. Et donc, voir ces deux garçons, numéro 1 et numéro 2 mondiaux, au moment où je vous parle, c'est une bonne surprise. Mais c'est une surprise quand même parce que on ne s'y attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça, et peut-être que cette performance, que ces places de numéro 1 et numéro 2 mondiaux d'Émilien Jacquelin et de Quentin Fillon-Maillet s'expliquent par cette homogénéité retrouvée dans le biathlon masculin. Et ça ne peut que nous faire plaisir. Et bien évidemment, comme je l'ai dit en première partie de vidéo, j'espère que ça va amener à une régularité sur le mois de janvier, une régularité sur le mois de février, des bons Jeux Olympiques et une bonne régularité également sur le mois de mars, pour aller chercher le gros globe de cristal, parce qu'encore une fois, on le dit, on le répète, les Suédois, hommes et femmes, vont faire l'impasse normalement à Hotels Anterselva. Ce que ne vont pas faire les Français. Il y aura possibilité de se détacher irrémédiablement pour le général de la Coupe du Monde. C'est une occasion en or à saisir, et j'espère que les Français, bien évidemment, auront la possibilité de la saisir, parce que on attend un successeur à Martin Fourcade. On espère que ça sera cette année, parce que, on va pas se cacher, au vu du niveau d'Émilien Jacquelin et de Quentin Fillon-Maillet, que ce soit sur les skis et sur le pas de tir, parce qu'encore une fois, il faut les deux pour performer et gagner des courses en biathlon, ça serait clairement mérité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que vous me mettrez en commentaire vos tops, vos flops de la saison. Également votre avis sur les Français et les Françaises depuis le début de finalement de la saison et de ce mois de décembre écoulé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification quand une vidéo sort sur la chaîne. Et on se retrouve bien évidemment très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, bye, portez-vous bien et à la prochaine.